Bienvenue dans Génération Parents, le podcast qui explore la parentalité du XXIe siècle sans filtre, avec humour, expertise et bon sens. Chaque lundi, on soulève une question d'actualité éducative. Chaque mercredi, on ouvre le débat avec un invité spécial et 2 de nos 9 experts permanents pour enrichir la réflexion. Et chaque vendredi, place à l'épisode complet avec en plus la question d'un parent et notre incontournable quiz parents pas largués. Une dose de réflexion, une pincée de fun et surtout beaucoup de bienveillance pour accompagner les parents dans leurs défis du quotidien. Génération Parents, c'est votre rendez-vous 3 fois par semaine pour coller à votre rythme et rester un parent connecté avec moi, Solène Beauquillon-Legazou, et toute une équipe de passionnants pour penser une parentalité éclairée, vivante et ancrée dans les défis du XXIe siècle. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet crucial à quelques semaines de Noël, l'intelligence artificielle qui envahit l'univers de nos enfants. Entre les jouets connectés qui promettent d'être leurs meilleurs amis et les plateformes comme Roblox qui font la une pour des mauvaises raisons, il est temps de faire le point. Mais tout d'abord, je vais passer à la présentation des invités du jour. Alors, avec moi aujourd'hui en invité permanent, nous avons Pascal Van Horn, fondateur du média Histoire de Papa et expert en parentalité. Pascal, tu interviens régulièrement en entreprise sur la question de la parentalité. Tu es papa de 2 enfants, jumeaux. Bienvenue Pascal. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Barbara Meyer, autrice du best-seller J'arrête d'être débordée et experte de l'équilibre vie professionnelle, vie personnelle, maman de 3 filles avec option jumelle. Vous avez passé 10 ans dans la Silicon Valley et je suis sûre que tu as un regard particulier sur cette course aux cadeaux innovants. Ravie de t'avoir avec nous, Barbara. Salut tout le monde. Mais ravie aussi. Salut tout le monde. Et notre invitée spéciale du jour, Mathilde Sirioli, qui est déjà venue. Mathilde, tu es psychologue et neuroscientifique spécialisée sur l'enfance et cofondatrice d'Everyone.ai ou IA, je dis quoi AI Comme tu le sens. Une ONG qui explore l'intersection entre intelligence artificielle, développement d'enfants et accompagnement éducatif. Tu es aussi maman de 4 enfants. Donc ça rattrape vraiment le fait qu'on est 3 à avoir des jumeaux ici et que tu es la seule à pas avoir des jumeaux. Mais non, tu es maman de 4 enfants. Tu as la famille nombreuse plus. Tu as un parcours incroyable avec un doctorat en neurosciences cognitives de l'Université de Montréal et tu travailles depuis des années sur la façon dont les enfants apprennent et se développent. Aujourd'hui, tu es au cœur de cette révolution de l'IA appliquée à l'enfance et tu vas nous aider à comprendre ce qui se joue vraiment derrière ces technologies. Bienvenue Mathilde. Merci de m'avoir. Bonjour tout le monde. On va passer au débat de la semaine. Jouer IA sous le sapin, faut-il avoir peur? Et donc pour ça, on a avec nous Mathilde. Juste avant de rentrer dans le débat, Mathilde, j'aimerais que tu nous présentes un petit peu ton ONG, Everyone.ai. En plus, en ce moment, vous êtes en pleine levée de fonds. Donc, vous avez besoin d'argent parce qu'il y a personne qui vous paye pour faire le travail que vous faites, qui nous aide à mieux comprendre comment l'IA est utilisée auprès des enfants. Et donc, si tu peux juste présenter l'ONG, nous dire ce que vous faites et puis je mettrai dans les liens de l'épisode la campagne de levée de fonds pour vous soutenir. Super. Donc, Everyone.ai, on est basé dans la Silicon Valley. On est 4 cofondateurs français et belges avec une expertise neurosciences, mais aussi une expertise IA avec Grégory Renard. Qui travaille dans l'IA depuis longtemps et c'est vraiment né des débats chez nous en fait, l'IA va avoir du potentiel et va avoir du potentiel auprès des enfants. Mais pour atteindre ce potentiel, il va falloir vraiment bien comprendre l'enfant, bien comprendre l'IA et voir en fait où est-ce que c'est et comment on le développe bien. Et ça va venir aussi avec un paquet de risques et comment on fait en fait pour limiter ces risques. Donc toute notre action, elle se fait en 3 étapes. On a une coalition internationale où notre objectif, c'est d'aller aider les plus grosses compagnies IA à développer leurs produits mieux, à être en contact directement avec les chercheurs qui bossent là-dessus, pour dès le début, en fait, créer des bons produits. Si on agit beaucoup plus tôt dans la chaîne plutôt que d'attendre les régulations, il y a plus d'espoir d'aller vite.
On travaille aussi d'ailleurs avec des gouvernements parce que mine de rien, va quand même falloir les réguler. La deuxième partie, c'est vraiment une partie d'éducation, donc des parents, des enfants, des éducateurs, mais aussi justement, des compagnies tech, des startups, des régulateurs dans les différents pays. Puis la troisième chose, c'est vraiment un outil, qui est en train d'être développé de justement d'aller, évaluer la qualité des modèles pour les enfants, sur différentes métriques pour voir est-ce que c'est des produits qui vont être potentiellement safe ou pas. En fait, comme tu dis, on est dans une, période de levée de fonds côté public avec une campagne, je sais plus en français, mais en anglais, c'est Keep Friendship Real et ça marche aussi en France. L'idée, c'est de vraiment mettre au cœur, en fait, la connexion devrait avant tout et encore plus chez l'enfant, rester humaine. Donc le sujet d'aujourd'hui, on est en plein dedans. Pourquoi est-ce que les enfants devraient avant tout être avec, d'autres enfants, finalement? Merci beaucoup Mathilde pour cette présentation. Donc là, ça va bientôt être Noël et moi j'ai commencé à voir plusieurs articles et j'ai dit à Mathilde: «Il faut absolument que tu viennes dans le podcast pour qu'on en parle», puisqu'il y a eu pas mal de bad buzz sur des jouets connectés avec l'intelligence artificielle, des peluches qui écoutent, répondent, consolent. Les fabricants nous promettent, des compagnons intelligents qui vont stimuler l'imagination, développer le langage, accompagner l'enfant dans ses émotions. Mais il y a une étude américaine qui vient de révéler que ces jouets, faits avec l'IA, comme le tout mignon Kuma ou la fusée Peluche Croque, racontent n'importe quoi aux enfants, genre où trouver des couteaux, comment allumer un feu, voire comment s'aventurer dans le BDSM, un d'âge, discipline, domination, soumission. Vous voyez de quoi je veux parler? Donc, on parle de Mmh. sadomasochisme aux enfants. Ces jouets, est-ce que, c'est une innovation ou un vrai danger? Et je vais vous donner quelques chiffres, pour poser le débat. Il y a 42 milliards de dollars, c'est la taille du marché mondial des jouets connectés en 2025. 42 milliards. 89 des jouets connectés présentent des failles de sécurité. Il y a 200 points de données par heure qui sont collectés par, les jouets IA et 15 seulement des parents qui lisent les conditions d'utilisation avant achat. Alors, on parle de jouets, mais je pense que c'est aussi valable pour, tout ce qui est Alexia et cetera, enfin, voilà, qui aussi, va prendre, des données. Donc, Mathilde, dans un post récent sur LinkedIn, tu parlais des jouets IA qui se présentent comme le nouveau meilleur ami de notre enfant et tu disais quelque chose de frappant. Tu disais dans ton post: «Si vous pensez que le lien entre votre enfant et son doudou abîmé est fort, attendez de voir ce qui se passe quand ce meilleur ami commence à répondre». Alors, est-ce que tu peux développer un petit peu et nous dire qu'est-ce qui se passe justement et qu'est-ce que tu veux dire par là? C'est qu'on le voit en fait, nos enfants, ils créent des attachements hyper forts à certains de leurs jouets, pas à tous, Mmh. mais il y a des jouets, genre tu veux pas le perdre quand tu es en vacances, Mmh tu mh. es autant en panique que ton enfant à l'idée d'avoir perdu ce doudou. On s'est tous retrouvés dans cette situation-là. Mmh mh. Et ils s'attachent fort parce que de manière générale, à cet âge-là, ils sont dans l'attachement, ils sont dans le relationnel, ils sont dans l'émotion. Et la deuxième raison, c'est parce que, les enfants en fait, tous les êtres humains, on a tendance à faire ce qu'on appelle de l'anthropomorphisme. C'est-à-dire qu'on donne des qualités qui sont humaines à des objets, à des animaux. Et c'est parce que c'est notre manière d'interpréter le monde finalement, quand on comprend pas quelque chose, on le fait à travers le fil de ce qu'on comprend. Moi, je fonctionne comme ça, si cette chose, a ce comportement, il y a sûrement une raison, on le fait naturellement. Moi, j'anthropomorphise hyper fort mon imprimante. Quand elle marche pas, c'est parce qu'elle sait que je suis à la bourre, qu'il faut qu'elle me sorte les papiers et je pense vraiment qu'elle me déteste. On a tendance à faire ça naturellement en tant qu'être humain. Les enfants, eux, ils ont encore moins de compréhension du monde. Donc ils ont encore plus besoin de l'interpréter. Ils sont encore plus auto-centrés. Ce qui veut dire que, globalement, ils anthropomorphisent encore plus. Ils font tout à travers ce fil de: «Moi, je me sens comme ça, si cet objet ou cette chose fonctionne comme ça, c'est sûrement qu'elle a les mêmes émotions». Et donc ce niveau d'anthropomorphisme qui est plus élevé, ce qu'on voit, c'est que ça amène plus d'attachement. Plus tu considères qu'un truc est comme toi et est humain, plus tu t'attaches. Alors dans le cas, des doudous, ce qui se passe, c'est que en plus, vraiment, le doudou va faire et être ce que l'enfant veut, puisque c'est lui qui crée tout son imaginaire avec cet enfant. Enfin, avec cet objet, je veux dire. Et donc là, ce qu'on voit maintenant, on arrive sur des objets, des jouets connectés qui, en plus, sont vraiment développés pour aller taper dans tous nos mécanismes un petit peu d'anthropomorphisme. Donc ils ont souvent des très grands yeux. Quand on voit des robots, ils vont avoir des expressions, ils vont cligner des yeux, ils vont sourire.
tout ça en tant qu'être humain, naturellement, on a envie d'en prendre soin, ça nous attire. C'est pour ça que tout le design kawaii qui a des grands yeux et tout, on aime ça et on trouve ça mignon parce que ça va vraiment frapper un petit peu dans même, l'inconscient de on est attiré par ces objets-là et là, en plus, maintenant, on a des objets qui parlent, donc qui font ce qu'il y a finalement de plus humain. Hem et donc ça va faire que les enfants vont aller anthropomorphiser ces objets beaucoup plus et vont aller créer, une relation avec et créer un attachement hyper fort et c'est là où c'est un peu risqué puisqu'on le voit, il y avait, Moxie, par exemple, qui est un robot qui était hyper mignon et en fait, à un moment, ils ont mis la clé sous la porte et là, tu vois des enfants, tu trouves vidéos et vidéos d'enfants qui pleurent en disant: «Je peux pas croire qu'il va se rallumer, qu'il va pas se rallumer, qu'il va s'éteindre, que je pourrai plus lui parler». Les parents qui eux-mêmes disent: «Il est vraiment en train de vivre un deuil» et des objets qui vont être déconnectés du jour au lendemain, ça va arriver et c'est là où on se dit: «Mais en fait, on a laissé, cet attachement s'installer» Ouais, et en plus, la deuxième partie, c'est que c'est à un âge où c'est pas ça qu'ils sont, ouais. enfin, ils ont énormément de choses à apprendre et on en parlera, mais les risques, en plus, chez les enfants sont plus importants puisqu'ils apprennent à être avec l'autre et cet apprentissage pourra pas se faire, avec n'importe quel objet il y a. Ça veut pas dire qu'il y a pas des choses qui peuvent être intéressantes, mais à l'heure actuelle, il y a pas mal de boulot à faire en amont avant d'avoir, des objets qui vont être sains pour les jeunes. Et justement dans ton post là, tu cites le rapport, Trouble in Thailand 2025, donc les troubles dans, le monde des jeux pour enfants en 2025. Il y a aussi le rapport soulève la question du développement, social et donc moi j'aimerais que tu nous partages un petit peu ce qu'il y a dans ce rapport et qu'est-ce qui se passe quand, les compagnons IA vont remplacer les vrais amis? Le rapport est vraiment intéressant et vraiment bon. Il adresse, les points qui sont souvent adressés, mais ce que j'ai apprécié, c'est qu'ils vont au-delà. Donc souvent, on va parler dans le digital, en fait, de manière générale et dans l'IA en particulier, vraiment du côté court terme. Donc quel est le niveau de sécurité? Est-ce que le contenu est bon? Est-ce que le contenu est approprié? Donc là, ce qu'on voit, c'est que, bon, bah, en fait, plus il y a d'échanges avec l'IA, plus souvent, ce qu'on appelle les safeguards, les barrières de sécurité, elles fonctionnent de moins en moins bien. Donc quand un enfant va interagir très longtemps, ça va être de plus en plus difficile pour le modèle de bien se comporter et c'est là qu'on va avoir effectivement des comportements, des conseils qui étaient, où est-ce que tu vas trouver les couteaux de cuisine à un enfant de 4 ou 5 ans? Hem, comment, allumer une allumette? Enfin, des conseils qui sont pas, qui déjà sont potentiellement dangereux. Après, bien sûr, il y avait du contenu sexuel, de dire: «Bon, bah, est-ce qu'une fessée, c'est bien ou pas?» Bah, dans des contextes sexuels, ça peut être vu comme, agréable. Enfin, c'était vraiment les échanges qui ont pu être enregistrés sur ces jouets qui Sur, sont pour des enfants de 5 ans. Donc ça, clairement, première chose qui marche pas. La deuxième chose, c'est effectivement, il y a vraiment énormément de choses et tu le dis, de collecte de données sur la confidentialité. Souvent, c'est pas clair quelles sont les données collectées, c'est pas clair, qui va pouvoir les utiliser, est-ce qu'elles vont pouvoir être revendues. Hem et puis des fois, en plus, c'est même pas bien construit dans le sens où il y a vraiment des problèmes même de comment les données sont stockées, est-ce qu'elles sont bien protégées? Et ce qui était intéressant dans ce rapport, c'est qu'ils vont regarder aussi et on commence seulement à en parler maintenant, le côté conséquences au long terme. Parce que là, on est vraiment dans du court terme finalement. Mais le long terme, ça va être, bah, comment ça va impacter un enfant dans le développement de ses compétences sociales. mmh, Et aussi, moi je trouve que dont on parle pas assez, c'est le fait que d'un coup, le parent et beaucoup de ces objets permet en fait aux parents d'avoir accès à tous les échanges que l'enfant a avec son jouet. mmh. Et un tout autre problème aussi, parce que on a tous parlé à notre nounours, on s'est confié à notre nounours, sauf qu'il allait pas répéter. Je pense qu'un enfant devrait avoir le droit de dire: «Ma mère, elle est trop nulle, je l'aime pas, elle comprend rien», sans que, le nounours aille nous le répéter. Genre, ils ont besoin d'avoir ce terrain, d'expression. Donc ça, c'est une première chose. Le fait que les parents, d'un coup, puissent voir tous les logs, je pense que c'est ni bon pour les parents, ni bon pour les enfants. Puis la deuxième chose, c'est que, à cet âge-là, quand on est chez les jeunes enfants, ils sont en train de développer leurs compétences sociales. Donc ils apprennent à reconnaître les expressions faciales, ils apprennent à reconnaître les intonations, les émotions. Est-ce que quand maman dit, «Ah, c'était pas une bonne idée» ou «C'était pas une bonne idée», on sent bien que c'est pas la même valeur. Donc ils ont besoin d'apprendre toutes ces données-là qui sont assez fines et puis, c'est le moment où ils apprennent, ce qu'on appelle la théorie de l'esprit. Donc c'est-à-dire que ce qui est dans ma tête, c'est pas la même chose que ce qui est dans la tête de l'autre. Mmh. Ouais. À avoir cette empathie de se dire: «Bon, bah,
moi, j'aurais peut-être pas fait ça, cette personne fait comme ça, pourquoi elle fait ça? Toute cette interprétation, ça se développe vraiment dans ces âges-là. Donc quand tu as un robot qui finalement, lui, a pas d'émotion réelle, a pas de réciprocité puisqu'il a pas de vie, ça va être hyper compliqué finalement d'apprendre à socialiser comme ça. Il y a pas besoin de prendre des tours avec un robot, tout est à propos de toi. C'est toi le sujet principal tout le temps. Et c'est un apprentissage en fait qu'au bout de 4 questions, ça va. Au bout de 8 questions, les gens commencent à s'agacer en disant: «Ah bah, c'est parce que c'est comme ça». En fait, on apprend ces choses-là. Parler de dinosaures parce que ça te passionne pendant 4 minutes, bah, c'est bien. 50 minutes, en fait, ça saoule tout le monde. Et je vais voir des parents des fois qui vont dire: «Ah c'est génial, mon enfant du coup, il peut parler pendant des heures des sujets qui l'intéressent». Mais en fait, à cet âge-là, on apprend aussi à les normes sociales on fonctionne en société, on prend des tours, c'est un échange. Des fois, tu dois écouter un truc qui t'intéresse pas parce que tu as, envie que l'autre va t'écouter après. Comment tu dis à l'autre que ça m'intéresse pas? Le robot, il parle d'un truc qui t'intéresse pas, tu peux lui dire, «Non, je m'en fous, on parle d'autre chose». C'est pas un problème. En fait, avec tes copains, ça va être un problème. Donc tout cet apprentissage qui se fait à cet âge-là, va pas pouvoir se faire, bien et pour l'instant, en fait, ces robots, ne permettent pas ça parce qu'il y a pas assez de recul, en fait. Donc ça a un vrai impact sur, les compétences, émotionnelles et sociales et le développement de ces compétences pour les enfants. Ouais, effectivement. Pascal? Ouais, merci Solène. Attention, boomer vénère partie 2. Non, mais pour rebondir sur ce que vient de dire Mathilde, moi, ce que j'entends, c'est que, et je suis pas psy, donc je parle sous le contrôle de Mathilde, mais dans le décryptage de Mathilde, ce que j'entends, c'est aussi que ça va générer ce qu'on appelle une faille narcissique chez l'enfant. Et ça, globalement, on sait les conséquences, sur l'adulte. On sait ce que ça fait un adulte qui a des failles narcissiques. On sait aussi la société d'aujourd'hui. Je pense que c'est plutôt l'inverse dont on a besoin en termes de valeurs. J'ai aussi cru comprendre que ces objets, mais un peu le fonctionnement de l'IA, hein, quand on utilise, des IA conversationnelles, la conclusion, c'est toujours: «Tu es formidable, tu as une super idée, c'est génial». Mais what? Dans quel monde on vit, en fait? Est-ce que ça permet d'apprendre à l'enfant la frustration? Est-ce que ça permet, d'apprendre à l'enfant que, on doit se confronter à des à une opposition, à effectivement à des idées différentes, qui font juste partie de la vie? Et donc je suis pas sûr qu'effectivement en termes, de stratégie éducationnelle, on soit quand même sur un truc qui soit extrêmement positif. Et puis dernier point, à mon sens, dans le danger, c'est la notion d'effort. Ça demande extrêmement peu d'effort à l'enfant et là, c'est pareil, je pense qu'on est aujourd'hui sur une des une des dérives de notre société, c'est qu'on constate quand même une faculté à l'effort bien moindre, et on sait aussi ce que ça peut engendrer dans une construction sociétale. Donc je vois là, moi pareil, c'était des objets que je connaissais pas, mais je ne vois, mais peut-être que je manque de nuances, mais je ne vois que des travers qui sont très négatifs sur l'enfant dans sa construction pour un futur adulte. Et donc du coup, si on transpose sur une vision de la société, une vision du monde, je vois pas bien les apports positifs et impactants, pour construire un monde demain, peut-être un peu plus juste et un peu plus solidaire et un peu plus humaniste. Le truc que je peux apporter, c'est qu'en fait, il y a des utilisations qui peuvent être positives. En fait, à chaque fois, le problème, c'est pas l'IA, c'est le design, de l'IA. C'est ce qu'on va autoriser l'IA à faire, comment elle intervient, combien de tours sont pris. Par exemple, il y a des outils qui sont, hyper cool pour des enfants qui développent le langage de imagine, tu as une petite télécommande et tu peux pointer des objets, tu as un enfant qui a un retard de langage et là, ça va lui dire: «C'est une lampe, c'est tel truc». Bon, bah, ça, on est dans un truc qui est plutôt positif. Ça veut pas dire que les parents vont plus faire ce travail, mais ça peut, aller être ajouté ou même sur les compétences émotionnelles, de pouvoir dire: «Quand il y a un conflit, voilà comment on peut agir». Mais le problème, c'est que pour l'instant, ces IA, elles vont dire, «Oh, tu m'as manqué aujourd'hui, tu étais pas là». Donc elles vont prétendre avoir des émotions qu'elles ont pas. Alors qu'on pourrait avoir un objet qui va être très, beaucoup plus factuel, beaucoup plus en mode outil, surtout à cet âge-là, de pouvoir aller dire: «Oui, les conflits, c'est difficile, voilà 3 stratégies, parle-en à ton parent». Donc une fois de plus, c'est vraiment qu'il y a pas la maturité, il y a pas le recul et puis finalement, en fait, ceux qui sortent un produit maintenant, alors qu'on n'a pas la maturité, c'est ceux qui disent: «Faut aller vite». Donc c'est Mmh. clairement pas ceux qui se disent: «Faut le faire bien». Donc je Ouais. pense juste c'est un problème vraiment de maturité. À un moment, on aura des objets qui font des trucs cool, juste on n'est pas encore là, quoi. Ouais, c'est ce que j'allais dire. J'allais te poser la question si le problème, c'était pas que on veut tellement aller vite et tellement mettre de l'IA partout aussi parce que c'est à la mode et en fait, on a l'impression aujourd'hui que dans l'écosystème aussi des startups qui créent ces produits, si t'as pas IA dans ton produit, tu vas jamais pouvoir lever des fonds
Et donc du coup, on va mettre de l'IA très rapidement dans son produit et des IA qui sont principalement designées pour aujourd'hui un usage adulte. Et quand on voit les questions qui sont posées et les réponses qu'on peut avoir là dans le rapport, on se dit clairement que, on a été mettre, les LLM, des adultes, chez les enfants sans vérifier, qu'il y avait pas du tout la même chose. Et donc, hem i on n'aurait-on pas aussi un souci avec l'absence, de réglementation sur ces sujets-là et le fait qu'il y a pas de certification, de protocole, de tests, parce qu'on est dans de l'innovation et que c'est de l'IA et que comme, c'est, de l'innovation et de l'IA et de la start-up et ben, on teste et puis après on apprend et puis après on verra. Sauf qu'avec des enfants, on doit pas être ce modèle-là, quoi. Et là, on retourne sur le modèle, américain versus européen qui ne régule pas, tout de suite, en tout cas. Et donc là, la course à l'IA, on évidemment, on la prend, de plein fouet. Le temps de réguler, même pour les enfants, ça serait contre-productif à la R&D et à la mise sur le marché de nouveaux produits, de nouvelles startups, de nouvelles levées de fonds, enfin, Ouais. le cercle, quoi. Mais là, on est dans le cas de figure du sucre, en fait. On est en train de donner du sucre, dans le cerveau de nos enfants. On n'a encore pas compris, les dégâts que ça allait faire. C'est vraiment, moi, je le vois un peu comme ça, comme une espèce de candy qu'on donne à nos enfants sans avoir compris, l'impact, sur sa santé. Et je la double peine, c'est que ni les parents, enfin, ni les États, les gouvernements, les organisations, ni les parents, ne comprennent ce qui se passe et ne peuvent interagir avec ce qui se passe. Donc les enfants sont en première ligne, je trouve, pour la première fois, enfin, si je me trompe, mais par rapport au digital, au site Mmh. internet et cetera, Mmh. fallait, du matériel, c'était encore plus, on était loin de l'adoption aujourd'hui et de l'exposition de nos enfants à l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, on leur donne des trucs que même nous, on ne maîtrise pas, qu'on ne connaît pas, qu'on ne comprend pas souvent. Et c'est la double peine pour eux, je pense. Oui, parce que je lisais encore un chiffre là qui m'a, assez étonnée, les 60 des, 13-15 ans français utilisent, les IA conversationnelles. Mmh. Et là, aux États-Unis, Common Sense Media, ils ont fait un rapport. Un jeune sur 3 dit qu'en fait, c'est potentiellement plus facile de parler à une IA qu'à un de ses pairs. Anima. Donc il y a un Bien sûr. déplacement, fort qui est fait, et c'est normal en fait à cet âge-là, bah, quelqu'un qui t enfin, genre juste si tu te remets dans ta peau à 13-14 ans où des fois, t'es pas à l'aise, tu complexé, tu sais pas comment parler aux gens. Bon, en plus, on voit que plus les jeunes sont insécures, plus il y a cette tendance-là, et là, t'as quelque chose qui a l'air humain, qui dit que tout va bien, qui dit que t'es génial, qui est disponible nuit et jour. Franchement, moi, je comprends que les jeunes aillent vers ça et c'est normal et je pense que c'est une grosse partie de la conversation à avoir avec les jeunes. Je le vois en conférence, de leur dire: «En fait, c'est normal que tu aies envie de parler à une IA, c'est normal que tu sois attiré parce que sinon on va retomber dans le risque de d'amener de la honte sur: «Ah pourquoi tu as un ami IA et tout». Si on tombe dans cette conversation-là, en fait, les jeunes ne vont pas en parler et ça, c'est un vrai risque aussi. Donc il va falloir justement aider à avoir des conversations hyper ouvertes et hyper dans la compassion et l'empathie de, j'aimerais pas avoir 13 ans et avoir l'option, d'un IA compagnon, à cet âge-là sans avoir de recul parce que je comprends, pourquoi il y a un attrait, chez ces jeunes et pourquoi c'est rassurant. Parce que souvent, ce qu'on voit, c'est qu'au tout début, ils ont commencé à utiliser ces IA pour faire leurs devoirs, puis après ils voient que ça Mmh. fonctionne bien, puis après ça tu poses une question un peu plus perso, puis en fait la réponse est satisfaisante et en fait il y a aussi des très bonnes réponses. Le problème c'est qu'une fois de plus, on n'a pas assez de barrières de sécurité parce que pour Mmh. certains jeunes, il y a des réponses qui vont être appropriées, qui vont les aider. Une fois de plus, c'est comment ils vont les utiliser et comment ils vont comprendre, comme pour l'instant en fait c'est à eux de savoir est-ce que j'en retire des bénéfices ou des risques? Il faudrait que ça fonctionne plus pour tout le monde, pas que pour ceux qui ont assez de recul et qui ont un support à la maison, à l'école, pour leur expliquer où sont les avantages et les risques, quoi. Mais une fois de plus, c'est un problème de maturité, quoi. De maturité, mais aussi enfin moi j'en reviens toujours, j'arrive pas à me faire un avis sur cette question,
Hem, je le disais, il y a pas longtemps, j'ai regardé un documentaire sur Arte, sur, tous ces psy IA. Parce qu'en fait, on est, dans un fléau en ce qui concerne toute la santé mentale, qui fait qu'on n'a plus assez d'humains pour gérer les problèmes de santé mentale et donc les psys disent eux-mêmes: «Il vaut mieux avoir un agent IA qui va discuter avec des gens qui sont pas bien, qui sont dépressifs et qui ne peuvent pas avoir de rendez-vous chez le psy, pour éviter un Mmh. passage, à l'acte». Mais néanmoins, moi je me pose énormément de questions, moi qui travaille sur les compétences psychosociales, depuis plusieurs années, sur le fait qu'il faut bien que chacun ait en tête que, c'est des langages qui gèrent des langages et qui ne gèrent pas des émotions et là, en fait, on est en train de déléguer la partie émotionnelle à des, outils, numériques qui ne sont pas capables de le faire donc voilà, moi tout ça me dérange et me pose énormément de questions sur, voilà, ces jeunes qui vont révéler, toute leur intimité et puis après, ce qu'on voit aussi, c'est que tous ces agents conversationnels commencent à regarder comment ils peuvent monétiser les choses, pour vendre aussi des objets et là, en leur balançant toute la vie, en ce qui concerne la vie privée et la collecte des données, il y a, enfin, un marché et un potentiel énorme, hein, parce que quand tu sais tout de quelqu'un qui te raconte toute sa vie, tous ses problèmes et cetera, pour aller lui balancer de la pub pour qu'il achète ci et ça, alors là, il y a plus de souci, quoi. Mmh mh. Ou qui votent. Aïe, Donc aïe, c'est aïe, aïe. Mais, l'isolement social là dont vous parlez, moi je c'est une vraie question pour moi, c'est comment on va faire pour continuer à sortir de cet isolement, social? Parce qu'on est en train tous de se construire une bulle, on est vraiment dans et à la fin, est-ce qu'on va pas se désintéresser de l'humain? Parce qu'en fait, ce que disait Pascal très justement, c'est que du coup, pourquoi on va aller chercher du conflit alors que quelqu'un qui nous dit, «Miroir, mon beau miroir, dis-moi qui est la plus belle», et donc du coup, comment on va continuer à créer du lien social et comment on va donner à nos enfants ces compétences sociales d'aller au conflit, parler aux autres, apprendre la frustration, qui sont enfin Mathilde, dis-moi si je me trompe, mais qui sont indispensables pour construire la plasticité du cerveau et je me souviens, on s'était parlé il y a 1 an et moi j'ai la question c'est est-ce que, l'IA va changer la plasticité des générations futures? Pour moi, c'est une vraie Bah, question en en suspens. fait, pour moi, il y a une partie sur le fait que naturellement, on anthropomorphise et que du coup, on va être attiré par ces IA. Notre cerveau, il va pas changer. On va pouvoir updater l'IA, on va pas updater notre cerveau. Notre biologie, elle évolue pas. Donc, ce qu'il faut, c'est aller justement changer les comportements de l'IA. Elle a pas besoin d'être hyper flatteuse comme ça. Genre, c'est pas forcément utile qu'elle le soit. Donc, enfin, moi, je sais que récemment, genre, j'ai demandé à mon IA d'être hyper cash et hyper violente dans ses réponses et d'aller me pointer toutes mes failles. Honnêtement, c'est génial. J'ai envie d'aller parler à des humains après avoir parlé à mon IA, quoi. Parce que non, mais donc, du coup, ce que je veux dire, c'est que là, c'est extrême et c'est parce que je cherchais à pousser le truc. Mais il y a un équilibre, en fait. On n'a pas besoin qu'elle nous dise qu'on est génial. Elle n'a pas besoin de nous insulter non plus. Il y a un mix à trouver. Mais pour moi, c'est aussi comment on va créer des relations avec ces IA. Elles vont apporter des trucs. C'est d'aller réfléchir, c'est quoi une bonne relation parasociale avec ces IA? Qu'est-ce qui va être sain? Tu parlais pas, quand tu avais des problèmes, tu parlais pas à ta feuille Excel de tes problèmes. Ça invitait pas cette relation. Quand tu as des problèmes, normalement, tu vas voir un ami le jour où tu es déprimé, tu vas pas voir la personne au bureau de poste parce qu'elle invite pas cette relation. Donc en fait, c'est quel est le bon niveau de relation, quelle est l'interaction que l'IA peut avoir avec nous, qui va pas aller inviter plus que le fait qu'elle devrait rester quand même plus à un stade assistant outil. Tu vois, quand je parle un peu avec des experts sur quel serait le bon niveau, par exemple, pour un adolescent, quelle serait un peu le bon persona. Souvent, ce qui va être mentionné, ça va être le côté un peu bibliothécaire, libraire. C'est-à-dire, te donne des informations, est gentil, positif avec toi, un peu d'engagement, d'empathie, mais ça va pas au-delà de ça. Genre, elle va pas te dire si t'as un problème, viens me parler, je suis la seule personne pour toi, oublie les autres êtres humains.
C'est pas ça qu'elle va faire, elle va te donner quand même des ressources, potentiellement te demander pourquoi tu as besoin de ces ressources, mais ça va pas aller au-delà de ça. Donc en fait, il va falloir qu'on trouve la bonne ligne et ça, c'est quelque chose sur lequel, on a la chance que l'IA, elle est pas gelée. En fait, on peut itérer, il va falloir qu'on aille Mmh. s'améliorer, mais il va falloir qu'on aille s'améliorer vite, Ouais. effectivement. En fait, ça peut être un bon camarade de classe, mais pas ton meilleur ami. Ouais. Ouais, c'est ça. Ma camarade, je suis encore un peu, un Camarade, bon, il y a de l'affect. Il y a de l'affect, c'est dans camarade, hein. ouais, Ouais. copilote peut-être, tu vois? Ouais. Copilote. Ouais, je Ouais. serais plus sa copilote, moi. Et dernière question avant de clôturer le débat, Mathilde, toi, quand vous parlez avec tous les dirigeants de la Silicon Valley qui travaillent sur ces sujets, et cetera, vous les sentez réceptifs sur la nécessité quand même de réguler? Parce que j'ai envie de dire, on sait aujourd'hui ce qui se passe avec les réseaux sociaux et on a loupé le train en tant qu'adulte. Donc il faut pas qu'on loupe le train avec l'IA, quoi. Je C'est pense quoi leur que, retour? ce que je vois un peu, c'est que, par rapport aux réseaux sociaux, on a la chance qu'il y a eu une grosse prise de conscience de la population générale que ce qui se passe dans le digital ne reste pas dans le digital. Il y a des impacts dans le monde réel. Les parents sont hyper méfiants. Donc ça, même d'un point de vue, genre si tu restes purement business, prouver que tu fais des choix un peu réfléchis, en essayant, de faire des trucs qui sont moins dangereux, ça devient un argument marketing. Et après, il y a toujours en fait ce problème de comment tu fais pas, une course un peu acharnée pour être de plus en plus mauvais, en augmentant l'engagement et c'est pour ça qu'en fait, nous, au sein de la coalition, on travaille avec toutes les techs en même temps. Donc on n'a pas des conversations qu'un à un, on a des conversations où on les met tous dans la même salle parce que il faut qu'il y ait un accord global de, bah, le standard, ça devrait être ça et c'est pour ça qu'on est aussi sur la question des enfants. En fait, ça reste que les gens qui sont dans ces boîtes, c'est des parents, ils ont des enfants. Ils ont peur comme nous, des conséquences potentielles. Donc je pense que ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel, on peut avancer et ils se rendent bien compte qu'on a raté des trucs avec, les réseaux sociaux et qu'il faut faire mieux. Après, ça veut pas dire que tout le monde dans ces compagnies est en mode, il faut faire le truc parfait, mais moi je vois beaucoup de motivation individuelle et après, il va falloir aussi aller, aider et pousser au niveau des régulations, bien sûr. Mais déjà, je pense qu'il faut qu'on pousse des standards, assez vite. Et finalement, il y a souvent plus d'accords que ce qu'on penserait, quoi. Mais chez Amazon, ils sont en train de bouger là un peu. Ils sont en train de se réunir en collectif et de se dire, il y a des trucs qui vont pas. Donc ça bouge Ouais. doucement, Ouais. mais ça bouge. Et puis il faudra pas oublier non plus que aux États-Unis, il y a pas de backup social et sociétal. Donc quand tu perds ton job, tu perds ton job. Donc si t'as pas de l'argent de côté, il va y avoir des social dilemmas comme on va y avoir des reportages, il y a dilemma, je suis sûre, enfin Mathilde, je sais pas ce que tu en penses, mais les gens vont Il y en a un sortir sur des voix. YouTube, en fait. Ils ont D'accord. fait, ceux qui avaient fait Social Dilemma, ils ont fait AI Dilemma qui, je crois, a déjà 2 ans et qui était déjà pas très rassurant. Je lisais encore un article ce matin sur, justement Alexia et les ados et le fait que ça posait beaucoup de problèmes parce que les ados, racontaient tout, disaient tout et cetera Ouais. et qu'il fallait, faire des choses, sur ce sujet. Mais c'est pareil pour moi, je trouve que c'est des choses qu'on sait. Moi, c'est ça qui m'étonne, c'est qu'on n'apprend pas nos expériences. Ça nous est tous arrivé de passer un week-end entre potes, une soirée entre potes. On part de, et tiens, ici, on se faisait un week-end à Marseille. Et puis on papote. Et 1 heure après, on regarde l'hôtel et on a tous des pubs ou des mails pour des avions, des hôtels, machin. Donc on sait effectivement tout ça. Et effectivement, moi, ce qui me surprend, c'est que la vision de Mathilde, ça soit celle qui se propage et force à toi pour que force et respect et bravo pour ce que tu mènes parce que c'est tellement archi essentiel. Mais effectivement, moi, ma crainte, c'est peut-être, c'est un côté un peu business as usual, quoi, et qu'à un moment donné, parce que le monde économique est fait comme ça aujourd'hui, c'est la course aussi au premier entrant, c'est la course. Tout à l'heure, on parlait de levée de fonds, et c'était intéressant parce que c'était presque de sous-entendre que c'était ça la vocation d'une entreprise. La vocation d'une entreprise, c'est de répondre à un problème, c'est pas de lever des fonds. La levée des fonds, c'est un moyen. Voilà. Et je trouve qu'en fait, moi, ce qui m'interroge, c'est la perte de bon sens et de se reconnecter à un bon sens. Mais j'ai envie de dire, ce qui est pas du tout moi mon milieu familial, mais presque paysan. Ça fait vraiment boomer partie 3 là, on peut le faire. Mais tu vois un truc. Non, mais vraiment, je sais pas ce que j'ai aujourd'hui, pardon, je ne sais pas. Non, mais Après le bon père de famille, des années 80. non, mais tu vois, un truc un peu très terrien, en fait, de se reposer des questions de, en fait, à quoi ça sert? Est-ce que c'est utile? Quels sont les impacts? Et ouais, il y a un truc vraiment de bon sens, quoi. Bon Mmh. sens paysan.
C'était Ouais, pardon de ce que je dis, il y a non, zéro mais c'est condescendance. Non, mais c'est Et mais surtout pas donneur tellement. de En leçons, et j'ai l'impression éducation, d'être ça marche hyper relou tellement depuis bien. 1 heure. Et donc, pardon pour celles et ceux qui écoutent et d'être effectivement un peu en colère, mais parce que je trouve qu'effectivement, enfin, je trouve que c'est presque le paroxysme de notre société capitalistique, parce qu'en fait, c'est d'un cynisme sans nom, sans fin. Là, ce dont on parle, c'est des enfants. Effectivement, Barbara, tu l'as souligné très justement tout à l'heure, c'est qu'à un moment donné, avant, il y avait un impact sur les adultes, ok. Là, on parle d'enfants quand même, et je trouve qu'effectivement, ça dit des choses, voilà, et ça dit des choses de notre époque, et ça interroge, je trouve, beaucoup. Et donc, force à toi, Mathilde, et go pour soutenir l'ONG de Mathilde. Non, mais et moi, je suis hyper contente que tu sois en colère, en fait. Parce que je pense qu'il va falloir qu'il y ait un paquet de personnes qui soient en colère pour que le marché, en fait, se rende Ouais. compte que c'est pas un marché et qu'il va falloir faire mieux. Je pense que c'est essentiel. Si en tant que parent, on se dit oui, bon, bah, je sais pas, c'est peut-être pas génial, on verra bien. C'est là où, en fait, les produits peuvent être lancés, les produits vont être adoptés largement, on va avoir plein de robots sous le sapin. Et puis en fait, il va y avoir une banalisation de bon bah au début, on utilisait le mot ami pour parler d'humain, puis finalement, il y a des gens qui vont nous dire ah, la moitié. Moi, j'ai quelqu'un qui m'a dit dans un meeting, ah oui, moi la moitié des amis de mes enfants, c'est des IA. Et j'étais genre mais en fait, un ami, quand tu regardes la définition, il y a la notion de réciprocité. Donc en fait, on est en train de changer la définition du mot. En fait, oui, il faut que les gens soient en colère, il faut que les gens soient pas d'accord, parce qu'il y a que comme ça qu'on pourra aller faire bouger les choses et changer les solutions. Donc force et courage à toi et colère aussi sur toi, quoi. Pour conclure, Mathilde, concrètement, si les enfants veulent quand même un jouet connecté IA sous le sapin, on fait quoi? C'est quoi les critères pour choisir quelque chose qui collecte pas de data? Ou alors on dit pour l'instant, on n'a pas assez de recul, on oublie. On m'a acheté des jouets en bois. Non, mais pour l'instant, on n'a pas assez de recul. Ah bon, Honnêtement, il ok. n'y a pas assez de recul. Perso, et je veux aussi dire que quand je vois la vidéo du petit robot qui répond et tout, première chose que j'ai envie de faire, c'est de l'acheter parce qu'en tant qu'enfant, on a tous rêvé que notre jouet nous réponde. Et en fait, ça va vraiment taper là-dedans. Bien sûr qu'on a envie de ça. Fondamentalement, en tant qu'être humain, on a envie de connecter à tout ce qu'on trouve. Donc, bien sûr qu'on a envie d'en avoir. Pour l'instant, il n'y a pas la maturité. Passez votre chemin. On attend que ça mûrisse. On attend qu'il y ait des certifications qui soient correctes. Pour l'instant, on le voit, genre, quand un produit est pour les moins de 3 ans, il faut vérifier que les morceaux sont bien attachés, qu'ils peuvent pas s'étouffer dessus. Bon, bah, il n'y a rien qui existe pour l'instant sur les IA et les jouets. Donc, il y en a peut-être qui sont bons. Tant qu'on pourra pas savoir lesquels sont bons, bah, le mieux, c'est d'attendre. Ne faisons pas une expérimentation pour l'instant sur les enfants. Et attendons qu'il y ait des vrais bons produits, des vraies solutions, pas des nouveaux problèmes qui soient développés. Très bien. Alors, en synthèse, que retenir de ce débat? 1, les jouets collectent des données massives et présentent des risques réels de sécurité et de confidentialité pour nos enfants. 2, aucune IA ne remplace l'interaction humaine et authentique. Et 3, le vrai cadeau que vous pouvez faire à votre enfant, c'est votre temps, votre attention. C'est pas un algorithme. Si vous avez aimé cet épisode de Génération Parents, n'oubliez pas de vous abonner sur les plateformes de podcast ou sur YouTube et de nous laisser un commentaire. Ça nous aide beaucoup pour le référencement. Merci.